Bonjour et bienvenue dans cette 5e édition du Bourse Live. On va s'intéresser aux nouvelles opportunités d'investissement en Europe et notamment à ces petites et moyennes entreprises cotées qui montrent en ce moment un vrai potentiel. Et pour en parler, j'accueille Ariane Hayat, gérante action européenne, et Caroline Gauthier, co-responsable de la gestion action chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, disons un mot du contexte macroéconomique. Vous évoquez une nouvelle dynamique qui s'installe en Europe. Qu'est-ce qui a changé, Caroline, par rapport aux années précédentes? Alors tout à fait. Nous assistons actuellement à un changement de perception majeur concernant l'Europe. Jusqu'à la fin de l'année dernière, le marché avait fait son choix. Pour faire simple, d'un côté, il y avait l'exceptionnalisme américain et de l'autre, une Europe qui concentrait un niveau de pessimisme rarement atteint. Depuis quelques mois, le sentiment s'est complètement inversé puisque les investisseurs se questionnent de plus en plus sur les conséquences négatives de la politique de Donald Trump sur l'économie américaine et comprennent qu'il est temps de diversifier leur portefeuille. Et ils se tournent entre autres vers une Europe qui devient une option crédible, surtout qu'elle est potentiellement un point de bascule de son histoire. Vous savez, on a eu un wake-up call, c'est-à-dire une prise de conscience très forte en septembre dernier avec le rapport Draghi, mais c'est véritablement avec les annonces déstabilisantes et les menaces de Donald Trump que l'Europe s'est décidée à se mettre en mouvement. Et aujourd'hui, elle est prête à reconstruire sa souveraineté et sa compétitivité. Alors Caroline, qu'est-ce qui montre que ça bouge vraiment ? Alors la principale manifestation de ce sursaut européen nous provient de l'Allemagne avec son plan Bazooka. C'est le plus gros plan jamais annoncé depuis l'après-guerre. Et si on additionne donc un plan de 500 milliards qui doit être investi dans les infrastructures, un plan concernant la défense, un plan d'allègement de la fiscalité sur les entreprises, eh bien c'est 1 à 2 points de PIB supplémentaires par an pour l'Allemagne sur les 10 prochaines années. Donc c'est massif. Alors cette nouvelle donne, conjuguée aux autres plans de réarmement au niveau européen et conjuguée également à la baisse des taux de la BCE, devrait permettre une accélération de la croissance économique de la zone euro à partir de 2026. Et c'est vraiment cette nouvelle arc narratif autour de l'Europe que les marchés ont salué depuis le début de l'année et qui, à notre sens, devrait continuer de porter les actions européennes. Alors Ariane, dans ce contexte que vient de décrire Caroline, qu'est-ce qui fait que les small caps sont particulièrement bien positionnés? Alors tout d'abord, on pense que les small caps sont très bien positionnées de par leur croissance. Elles sont par nature, elles livrent par nature plus de croissance que les large caps. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut avoir en tête. Le deuxième, c'est qu'elles sont plus cycliques. Quand on regarde la cote des small et mid caps, elles sont beaucoup plus cycliques, beaucoup plus de sociétés industrielles, de consommation, plus de sociétés qui sont finalement, qui dépendent des décisions d'investissement. Donc ça, c'est le deuxième point à avoir en tête. Le troisième, c'est leur côté domestique. En fait, quand on regarde les small et mid cap dans leur ensemble, on dit qu'en fait, elles sont exposées à 60% à leur marché intérieur, donc pour les small cap européennes, à 60% à l'Europe et à 40% à l'international. Donc ça veut dire qu'elles vont clairement bénéficier de tous les plans dont Caroline vient de parler. Et ce qu'on peut avoir du coup en sens inverse, c'est que du coup, elles sont beaucoup moins sensibles au narratif négatif qu'on a en ce moment autour des tarifs douaniers évidemment, on en parle en ce moment, mais aussi des taux de change qui sont plutôt négatifs pour nos exportateurs européens. Et puis elle joue aussi un rôle important dans l'innovation européenne. Oui, tout à fait. Ces ETI sont beaucoup plus innovantes par nature, elles déposent énormément de brevets, elles créent aussi beaucoup d'emplois et donc c'est à travers ces innovations-là qu'on va permettre d'avoir ce sursaut de croissance qui va être en même temps cyclique mais aussi drivé par ces innovations des sociétés européennes. Alors, qu'est-ce que ça donne, Caroline, en termes de performance concrète? Vous avez des chiffres à nous donner? Oui, alors le marché a très bien compris que les small caps étaient au premier plan pour bénéficier de ce sursaut européen. Et depuis le début de l'année, on a une performance d'à peu près 17% sur les small caps de la zone euro. C'est à peu près 5% de plus que les large caps de la zone euro. Et si on regarde depuis la mi-février, c'est-à-dire depuis l'élection de ce gouvernement pro-business en Allemagne, eh bien c'est 10 points d'avance des small caps versus les large caps. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un tel différentiel de performance entre les small caps et les large caps pour une classe d'actifs qui, je vous rappelle, historiquement avait tendance à surperformer les grandes valeurs. Alors, est-ce que vous pensez que cette tendance peut se poursuivre, Caroline ?
La réponse est clairement oui. Alors pourquoi? Parce que ce soit sur les small caps européennes ou les small caps françaises, nous sortons de 3 ans de sous-performance massive. Alors ce n'est pas que les small caps aient eu des performances négatives, hein, mais c'est qu'en relatif par rapport aux large caps, elles ont moins progressé. En fait, le marché s'est détourné de cette classe d'actifs injustement, alors que les fondamentaux n'ont pas démérité, exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une compression des multiples de valorisation. Si bien qu'aujourd'hui, on a une classe d'actifs qui se trouve sur des niveaux de valorisation assez attractifs. Aujourd'hui, la classe d'actifs se paye avec une décote de 15% par rapport au large cap, alors qu'historiquement, c'est plutôt avec une prime de 20% qu'on les paye. Donc si on faisait les mathématiques, on pourrait avoir une surperformance théorique des small caps encore de 30 à 40%. Alors à l'inverse, Ariane, quels sont les principaux risques qui pourraient contrarier ce scénario optimiste? Évidemment, on a toujours des risques sur le marché, on identifie plusieurs risques. Le premier, c'est le risque de la guerre commerciale. Même si nos small et mid caps sont moins exposés à l'international, ce risque, il est global et évidemment, il impacte les décisions d'investissement. Donc c'est vrai que quand on regarde ce qui va se passer à court terme, à court moyen terme, sur les 2-3 prochains trimestres, on peut continuer à avoir des ralentissements dans la prise de décision sur certains investissements. C'est ce qu'on appelle en fait la courbe en J qu'on devrait voir, avec peut-être un ralentissement sur les prochains mois, puis un déroulement de cette croissance qui se verra beaucoup plus fortement sur 2026 et 2027 et plus loin encore. Donc ça, c'est un risque que nous identifions évidemment. Le deuxième risque, c'est le risque politique. Hein, on l'a vu l'année dernière avec la dissolution en France, politique, mais aussi géopolitique, que ce soit sur la poursuite de la guerre en Ukraine qui impacte toujours, mais aussi plus récemment avec les derniers événements au Moyen-Orient, qui ont évidemment un impact, que ce soit sur les devises ou sur le prix du baril. Donc ça, c'est aussi un risque qu'on identifie. Et le dernier risque, c'est le risque d'exécution des plans. C'est vrai qu'on nous a annoncé des milliards par-ci, des milliards par-là sur différents plans. Comment va-t-on les implémenter et à quelle vitesse? Donc pour nous, évidemment, on garde ces montants en tête. Après, c'est sur l'implémentation. Est-ce que ce sera début 2026, fin 2026, 2027? On pense que on se dirige de toute façon vers ces plans. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus vraiment le choix, elle est dos au mur, et donc, quoi qu'il en soit, ces plans seront implémentés et, in fine, auront un impact sur nos sociétés européennes. Alors Caroline, certains de vos fonds sont exposés aux small caps européennes. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Ah oui, alors nous avons le fonds EDR, European Smaller Company, qui est un fonds qui est spécialisé sur les small et mid cap de l'Union européenne, de moins de 10 milliards de capitalisation boursière. Alors concrètement, c'est un fonds qui investit majoritairement dans des sociétés de moins de 5 milliards, donc ce qu'on appelle des small cap. C'est un fonds qui est éligible au PEA. Si on parle de performance, eh bien le fonds a progressé de plus de 18% depuis le début d'année et se classe parmi le premier décile de sa catégorie Morningstar sur 1 an et 2 ans. Alors quel type de société retrouve-t-on dans votre portefeuille? Alors nous sommes avant tout des investisseurs de long terme. On souhaite accompagner des entrepreneurs dans la durée sur leur stratégie de développement. C'est pour ça qu'on a un focus particulier sur la qualité et la croissance. Dans notre portefeuille, concrètement, on va retrouver beaucoup d'acteurs de niche, bien souvent des leaders, que ce soit des leaders nationaux, des leaders régionaux ou des leaders mondiaux. On va également trouver des sociétés familiales ou entrepreneuriales. Alors ce n'est pas une condition sine qua non, mais il se trouve que ces sociétés, généralement, génèrent des performances économiques supérieures. Pourquoi? Parce qu'elles savent combiner recherche de croissance et préservation du capital. Et puis il y a aussi le fonds Tricolor Conviction. Tout à fait, le fonds Tricolor Conviction, qui est donc notre flagship sur la France. C'est un fonds qui est assez ancien chez nous, chez Edmond Rothschild Asset Management. C'est un fonds de 800 millions d'euros aujourd'hui. Et quand on parle de fonds actions françaises, il faut penser que Tricolor Conviction n'est pas une réplique du CAC 40. Pourquoi? Puisqu'en fait, c'est un fonds qui
qui investit à 100% sur les actions françaises. En revanche, 50% des sociétés en portefeuille ne font pas partie du CAC 40. Donc il y a une vraie diversification. Et donc le troisième point, c'est justement cette exposition intéressante qu'on a au small et mid cap, puisqu'aujourd'hui on a plus de 25% du portefeuille qui est investi sur cette thématique des small et mid cap. Et quand on regarde la performance de ce fonds, on a justement eu des excellentes performances sur les 3 dernières années. On se situe dans le premier quartile. Et donc depuis le début de l'année, alors c'est pas aussi glorieux puisqu'on n'est pas à 100% sur des small mid cap, mais on est sur une performance de 12% à la mi-juin, soit 400 points de base au-dessus de notre indice de référence qui est le SBF 120. Alors Caroline, pour aller un petit peu dans vos coulisses, comment est-ce que vous sélectionnez vos investissements ? Alors, pour sélectionner les small caps, on va utiliser notre boussole qu'on appelle notre règle des 4 C. Le premier C, c'est la croissance. Je vous l'ai dit, on recherche une croissance régulière qui souvent est soutenue par des thèmes structurels. On veut que cette croissance soit soutenable dans le temps, bien sûr, et donc pour cela que les entreprises aient un avantage compétitif. Donc ça va être le deuxième C. La croissance, c'est bien, mais on cherche avant tout de la croissance rentable, d'où le troisième C qui est celui de la création de valeur. Et enfin, le quatrième C, c'est le C du chef, puisque tout bon modèle économique a quand même besoin d'être mis en musique par un management de qualité. Alors quand on investit dans des small caps, en fait, il est très important pour nous de rencontrer les managers afin de mieux comprendre leur stratégie, leur modèle d'affaires. Et c'est pour ça que nous nous déplaçons beaucoup. On fait des visites de sites pour rencontrer les opérationnels sur place également. Alors dans l'équipe, nous sommes 3, avec Benjamin Rousseau, Ariane et moi-même, ce qui nous permet de faire à peu près 600 meetings avec des sociétés par an. Et c'est un point très important pour nous de maintenir ce dialogue régulier, tout ça dans une démarche d'engagement qui est en fait un engagement assez permanent. Ariane, quels sont les thèmes d'investissement qui vous semblent les plus porteurs actuellement sur le segment des small caps européennes ? Alors on a identifié plusieurs thèmes porteurs pour nos small mid cap et plus particulièrement aujourd'hui j'ai envie de parler de 3 thèmes. Le premier c'est le thème de la défense. On est dans une nouvelle ère de défense pour tous les pays. On voit qu'on a besoin de cette autonomie stratégique de la part de nos pays européens et donc on va voir au fil des années des dépenses de défense qui s'intensifient dans tous les pays. On en a parlé au sommet de l'OTAN, on en parle... Qui a lieu cette semaine. Exactement, on en parle également au Bourget la semaine dernière. Donc évidemment, on a ce premier sujet qui est très important. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la décarbonation. Là aussi, les sociétés ont besoin de baisser leurs émissions de CO2 et aussi de baisser leurs factures énergétiques. Donc là, on va retrouver ce thème et sur nos sociétés vont pouvoir bénéficier de ce thème-là également. Et puis le dernier thème, c'est le thème des infrastructures. Évidemment, les plans qui ont été annoncés, le plan allemand notamment, va booster la dépense au niveau des infrastructures et va donc bénéficier aux sociétés. Caroline, vous avez un exemple concret ? Bien oui, si on se penche sur cette dernière thématique des infrastructures énergétiques, je peux vous donner un exemple en Allemagne qui vous permettra de comprendre à quel point l'univers est profond et comment on peut sélectionner plusieurs acteurs de niche qui se positionnent sur la chaîne de valeur. Donc en Allemagne, on a actuellement un projet qui s'appelle les autoroutes nord-sud de l'énergie, de l'électricité, qui consiste à amener l'électricité qui est produite dans le nord de l'Allemagne jusqu'au bassin productif qui se trouve dans le sud. Pour ça, eh bien, ça va impliquer des utilities qui vont devoir faire les investissements. Et on est investi dans notre fonds dans une société qui s'appelle Elia, qui est un des 4 gestionnaires du réseau électrique en Allemagne et qui va devoir investir. Alors Elia, par exemple, pour faire ces investissements, va sélectionner une société qui va faire pour elle le design du projet, creuser les tranchées, installer les câbles. Donc ça pourrait être par exemple une société qu'on a aussi en portefeuille qui s'appelle Friedrich Vorwerk qui se charge de tout ça. Ensuite, si on pense aux câbles qui vont être installés, ça peut très bien être les câbles de Nexans par exemple, qui est une société française dont on est actionnaire également. Ces câbles doivent être connectés de part et d'autre avec des connecteurs. Et on a une petite société qui vient de s'introduire en bourse le mois dernier, qui s'appelle Pfisterer en Allemagne et qui fait justement ces connexions au bout des câbles. Et enfin, eh bien, il va falloir
raccorder tous ces réseaux électriques. Et là, SPIE, qui est une société française dont on est actionnaire, notamment sur Tricolore Conviction, eh bien, réalise 35% de son chiffre d'affaires en Allemagne et sera très certainement sollicité dans ce genre de projet. Alors pour revenir à la défense, le secteur qui a été évoqué tout à l'heure par Ariane, ce secteur bénéficie des nouveaux plans européens d'une certaine façon. Vous pouvez nous expliquer, Caroline ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle de budgets qui au minimum vont augmenter de 50%. Alors ça a déjà été très bien joué par les marchés, les cours de bourse des sociétés impliquées dans la défense ont déjà très bien progressé. Toutefois, nous y voyons toujours du potentiel pour le long terme. Et puis, quand on parle de défense, il n'y a pas que des grands groupes. Là encore, on peut trouver des exemples de petites sociétés. Et je vais vous citer par exemple Invisio, qui est une petite société suédoise. Ce sont des leaders dans les équipements de communication qui équipent les soldats, notamment dans tout ce qui est radio, oreillettes, télétransmission. Il faut savoir qu'on a à peu près 10% des soldats aujourd'hui qui sont équipés avec une radio. Ça veut dire que tous les autres soldats, quand ils vont sur le terrain, ils communiquent encore par signes. Donc vous vous rendez compte là du marché potentiel qui est énorme et voilà un taux de pénétration qui est voué à augmenter pour cette société. Alors Ariane, vous vouliez aussi évoquer Exosens, une société spécialisée dans les lunettes de vision nocturne des soldats. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle d'Exosens, c'est une introduction en bourse, donc une société française qui a été introduite en bourse l'année dernière, en 2024. Et ça a été un énorme succès depuis. Exosens, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une technologie spécialisée justement dans la technologie d'amplification à destination des lunettes de vision nocturne pour les soldats. Ils ont une part de marché très importante, autour de 70% de part de marché. Et donc actuellement, ils bénéficient des budgets qui s'intensifient au sein de la défense. Et ce qu'on aime aussi chez Exosens, c'est qu'en fait, c'est une société de cycle court. Donc la prise de décision est assez rapide. Quand on commande ce type d'équipement, on va le voir assez rapidement en commande et ensuite en chiffre d'affaires pour les sociétés. C'est un petit peu moins le cas quand on va commander un Rafale, le temps de le designer, de le produire, etc. Donc là, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc on a cet effet-là qui va être beaucoup plus rapide chez un acteur comme Exosens. Alors, troisième thème majeur après la défense et les infrastructures énergétiques, c'est la décarbonation. Comment est-ce que vous investissez sur cette tendance, Ariane ? Alors, sur le marché français, on investit à travers une société qui s'appelle Technip Energies. Technip Energies, c'est une société d'ingénierie qui est, alors historiquement, qui était beaucoup plus sur la partie pétrole et gaz. Et aujourd'hui, elle est très fortement exposée au marché du gaz naturel liquéfié, GNL. Elle a une très forte expertise là-dessus, mais pas uniquement. Elle est aussi sur les sujets de décarbonation, notamment sur la partie SAF, c'est ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, donc tout ce qui est fuel décarboné pour les avions, mais aussi sur tout ce qui est capture de CO2. Donc c'est sur ce sujet-là, elle est très en pointe. Et actuellement, quand on regarde la société, elle a près une énorme visibilité avec presque 3 ans de carnet de commandes et on voit bien qu'en ce moment, il y a encore des commandes qui vont être engrangées d'ici à la fin de l'année, donc pour nourrir cette croissance future pour Technip Energies. Caroline, est-ce que vous avez un équivalent européen ? Oui, il en existe un certain nombre. Là, je peux vous parler de Técnicas Reunidas, qui a le même profil. C'est un acteur qui vient principalement du gaz, mais qui a également pas mal de projets dans la décarbonation. C'est une société qui a également 2 à 3 ans de chiffre d'affaires en carnet de commandes. Et ce qu'on apprécie, c'est cette visibilité sur le long terme. On apprécie également le fait que les marges sont en expansion et puis surtout que la valorisation est encore très abordable. Alors vous parlez beaucoup de dynamique européenne, mais est-ce que vos small caps ont aussi une dimension internationale, Ariane ? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de nos small caps, elles sont souvent spécialisées sur des niches de marché. Donc elles sont très fortes, elles ont des expertises très fortes sur des segments en particulier qu'elles développent d'abord sur leur marché intérieur et ensuite à l'international. On peut prendre par exemple l'exemple de Vision Group. Vision Group, anciennement SES Imagotag, c'est le leader mondial des étiquettes électroniques que l'on trouve au sein de la grande distribution, Carrefour, Leclerc ou autres. Et donc, autant en France, on est très habitué à voir ce type d'équipement dans nos supermarchés, autant c'est nettement moins le cas que ce soit aux États-Unis
ou en Angleterre. Et récemment, Vusion Group a signé un énorme contrat avec Walmart aux États-Unis. On voit que d'autres retailers américains sont en train aussi de tester la solution de Vusion Group. Et il y a à peu près un mois, ils ont aussi signé un très gros contrat en Grande-Bretagne. Donc voilà, ils continuent à engranger des commandes. Et justement, c'est une société qui investit beaucoup en recherche et développement et qui a donc une offre supérieure à la concurrence sur sa technologie. Est-ce que vous avez un autre exemple d'entreprise internationale, Caroline ? Oui, je peux vous citer l'exemple de Do & Co, qui est une société autrichienne, qui est un des leaders de la restauration dans les avions, mais spécialisée uniquement dans les premières classes ou les classes business. Donc c'est une société qui va bénéficier de cette premiumisation que les compagnies aériennes cherchent à proposer à leurs clients. C'est une société donc, dont le taux de croissance va dépendre du taux de pénétration qu'elle va avoir en signant avec de nouvelles compagnies ou bien en offrant davantage de services auprès des compagnies qu'elle sert déjà. Et c'est une société qui a déjà une présence très forte auprès des compagnies aériennes asiatiques, des compagnies du Moyen-Orient ainsi que des compagnies américaines. Alors en début d'émission, on évoquait l'innovation comme moteur du renouveau européen. Quelles sont justement les small caps innovantes dans lesquelles vous avez investi ? Alors on aurait pu vous citer plein d'exemples dans la technologie par exemple, dans les semi-conducteurs, mais aujourd'hui on a fait le choix de vous parler d'une société dans la santé, qui est une société suédoise qui s'appelle XVivo et qui est en train de révolutionner le secteur de la transplantation d'organes. En fait, ils développent des technologies qui permettent de maintenir en vie un organe plus longtemps en dehors d'un corps. Et on sait à quel point ce temps-là est important. Donc avec leur technologie, ils vont permettre à la fois d'augmenter le nombre de transplantations, qui est quand même un bienfait pour la société, et puis ça réduit également le pourcentage de rejet de l'organe une fois qu'il est implanté. Et côté français, Ariane, vous avez quelques exemples de sociétés innovantes ? Tout à fait, je peux vous parler de Planisware. Planisware, c'est une introduction en bourse qui date aussi de 2024. C'est une société très intéressante et très internationale aussi, justement, puisqu'elle réalise 20% de son chiffre d'affaires en France et 80% à l'international. Donc c'est une société qui développe des logiciels, et donc ce sont des logiciels spécialisés dans la planification de projets complexes. C'est une société qui génère des croissances très intéressantes, de l'ordre à 15 à 20% par an, et qui est également de grande qualité, puisqu'on a des niveaux de marge autour de 35%. Et concrètement, à quoi servent leurs logiciels ? Alors on pourrait prendre un exemple d'un de leurs clients qui est Pfizer, le laboratoire pharmaceutique. C'est un client de Planisware depuis 2011. En revanche, on sait qu'ils ont eu recours énormément à la solution de Planisware au moment du développement du vaccin anti-Covid. Quand on a ce type de méga projet, on a besoin d'une solution qui va pouvoir mobiliser des milliers de personnes au sein du groupe et donc qui permet d'optimiser le coût en ressources, les coûts financiers évidemment, et l'optimisation des risques. Alors avant de conclure l'émission, je voudrais évoquer un sujet qui concerne les OPA. On sait qu'il y en a beaucoup sur les small caps. Est-ce qu'il n'y a pas, in fine, un risque de rétrécissement du vivier d'investissement, Ariane ? Quand on regarde la cote européenne au sein des small et mid cap, on a encore plus de 2000 sociétés dans notre radar. Donc on pense qu'on a de quoi trouver de bonnes idées d'investissement. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. En revanche, justement, quand on parle d'OPA, pour nous, on le voit plus comme une opportunité. C'est vraiment un point positif pour nos porteurs, puisque c'est un surplus de performance à court terme. Quand on regarde par exemple sur notre portefeuille Tricolor Conviction, l'année dernière on a eu 3 OPA en portefeuille qui ont été Esquerre dans la partie logicielle. On a eu Voyageurs du Monde aussi également. Et enfin on a eu Exclusive Network qui était situé aussi dans les logiciels de cybersécurité. Donc plutôt positif pour nos porteurs.
Et puis Caroline, sur le fonds Smaller Companies, vous avez eu également 7 OPA, je crois. Oui, tout à fait. Depuis le lancement du fonds, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, on a eu 7 OPA, dont 2 cette année. On a eu Fortnox, qui est un éditeur de logiciels nordique. On a eu également plus récemment Dalata, qui est une chaîne d'hôtels installée en Irlande et en Angleterre. Et au travers de ces 2 exemples, vous voyez que en fait, tous les secteurs peuvent être touchés. Il n'y a pas que la technologie, tous les secteurs, y compris industriels, peuvent voir des opérations d'OPA. Le point commun, je dirais, à toutes ces opérations qu'on a eues dans nos portefeuilles, en fait, c'était des sociétés qui étaient encore une fois des leaders sur leur niche de marché, avec un modèle économique bien établi et puis un potentiel de développement encore très important. Mais alors, qui sont les acheteurs ? Alors, les acheteurs, eh bien, ça peut être des industriels, c'est-à-dire des concurrents, enfin des acteurs du même secteur. Alors, les grandes valeurs sont des acheteurs naturels, parce qu'ils viennent en quelque sorte faire leur marché sur ce segment des small caps et nourrir leur propre croissance en achetant une part de marché sur une géographie qu'ils n'ont pas encore développée ou un produit qu'ils n'ont pas encore dans leur portefeuille. Donc ça, c'est les acheteurs naturels. Depuis quelque temps, on a également les acteurs du private equity qui sont de plus en plus actifs sur le marché. Ils viennent racheter, je dirais, à des niveaux de valorisation un petit peu plus attractifs des sociétés cotées. Et puis, il y a un 3e type d'acteurs, ce sont les familles qui ont des sociétés cotées en bourse depuis longtemps et puis qui, à un moment donné, perdent patience et décident de retirer leur société de la cote. Souvent aidés d'ailleurs par des acteurs du private equity. Alors Ariane, quels sont les avantages financiers pour vos porteurs de ces OPA? Parce qu'il y en a des avantages. Alors nous, on le voit évidemment en termes de performance, parce qu'en fait, quand on regarde les opérations qu'on a eues dernièrement, que ce soit sur nos portefeuilles ou même sur la cote en général, on voit que quand on a ces offres publiques d'achat, elles se font avec une prime, évidemment. Et la prime moyenne qu'on a eue sur les dernières opérations, c'est entre 25 et 30%. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu au sein du portefeuille Tricolor Conviction l'offre publique proposée par EQT, un fonds de private equity, sur un acteur qui s'appelle Waga Energy, qui est un spécialiste du biométhane. Et donc, on voit que ce mouvement se poursuit. Et donc, clairement, pour nos porteurs, c'est un avantage et un gain de performance à court terme. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce décryptage passionnant des small caps européennes. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau webinaire de la 5e édition du Bourse Live.